Bonjour. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est reprendre les modèles de vertex que j'ai introduits la dernière fois, et je vais vous montrer ce qui se passe quand le tissu est courbé et pas quand il est plan. Puis après, j'essaierai de passer d'un modèle de vertex à une description qui est continue et des déformations pour passer du langage microscopique des vertex à une description qui est plus mécanique des milieux continus. Et ça m'amènera jusqu'au dernier cours. Il y a un séminaire après le cours, et il est fait par Pascal Silberzan, qui vient du laboratoire de physique de l'Institut Curie, et qui est juste là. Donc je vous rappelle ce que j'avais appelé le modèle de vertex à 3 dimensions. Donc, je décrivais les cellules comme des cylindres dont la base est un hexagone. Et j'imposais à la main que la surface apicale, que je vais appeler ici, c'est apicale, et ça c'est la surface basale, et j'imposais à la main que la surface apicale est égale à la surface basale et que toutes les faces sont plates. Après, la façon dont j'ai étudié ça, c'est que j'ai mis sur chacune des surfaces, alors que ce soit la surface latérale, qui est celle qui tourne autour, que ce soit la surface basale, ou que ce soit la surface apicale, j'ai mis des tensions de surface. Donc j'ai mis une tension de surface gamma A sur la surface apicale, une tension de surface gamma L sur la surface latérale, et une tension de surface gamma B sur la surface basale. Alors, il y a quelque chose que j'ai absolument négligé. Et puis, j'allais oublier, j'ai rajouté juste en dessous de la surface apicale un câble d'actine qui lui aussi est sous tension, avec une tension de ligne que j'avais appelée lambda. Et c'est ça que j'ai discuté la semaine dernière. Alors en fait, l'hypothèse que c'est un cylindre, elle est très bonne moyennant deux hypothèses. Moyennant le fait que gamma A est égal à gamma B, parce que si gamma A est égal à gamma B, la tension de la surface apicale est égale à la tension de la surface basale, et les deux surfaces sont équivalentes. Puis j'ai une autre chose qui va briser cette symétrie entre la surface apicale et la surface basale, c'est la tension de ligne qui est là. Donc mon modèle cylindrique, il est vrai si gamma égale gamma B ou lambda égale 0. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est supposer que ces deux surfaces ne sont pas égales, c'est-à-dire que gamma A est supérieur ou égal à gamma B, c'est-à-dire que la surface apicale est plus contractée que la surface basale, ou que lambda est supérieur à 0. Ça veut dire qu'il y a une tension qui pince la surface apicale. Alors ça va conduire à des tissus qui sont courbés. Et puis l'autre chose que je vais vous décrire, alors, ça sera, il faut que je note mes numéros. Troisièmement, tissu courbé. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle des cystes, qui est un tissu qui est courbé sur une sphère, avec un espace à l'intérieur de la sphère. Alors vous sentez très bien ce qui va se passer hein, si je dis que la surface apicale est plus contractée. La surface apicale va être plus courte, et la cellule, au lieu de ressembler à un cylindre, elle va ressembler à un cône. Alors, je peux faire un dessin un peu caricatural. La surface apicale est plus petite. Et la surface basale est très grande. Et donc j'aurai deux tailles caractéristiques différentes. J'aurai une taille que je vais appeler R1 sur la surface, c'est R1 sur la surface apicale. Donc ici j'ai une taille R1 qui est soit le rayon du cercle qui est inscrit autour de l'hexagone, soit la taille d'un côté. Et puis j'ai une taille R2
qui est sur la surface basale ici. Et puis j'ai toujours cette hauteur h de la cellule. Maintenant, si vous empilez des objets comme ça, qui sont cylindriques, ce que vous allez former, ce n'est pas un plan, mais c'est une coque sphérique. Et c'est ces coques sphériques qu'on appelle des cystes. Alors j'ai un dessin un peu plus beau, hein, que celui que j'ai tiré de l'article. Et voilà donc l'élément de base à partir de laquelle je vais construire cette coque sphérique. Il y a un rayon ici qui est R, alors je l'ai appelé R2, il ne faut pas que je m'en mêle. C'est R2 en haut. C'est inversé par rapport aux notations que je vais prendre, je suis désolé. Vous avez la hauteur H. Et puis, en empilant ces choses-là, je vais faire des sphères. Voilà un exemple de sphère. Alors, je vous ai mis cette image-là. Je croyais qu'on était les premiers à avoir fait des modèles de vertex à 3 dimensions. Et j'ai découvert cet article japonais qui fait des structures comme ça. Donc, les cellules sont ici. C'est les cellules épithéliales. Il y a un espace au milieu et ça coupe du bord. C'est un modèle qui ressemble beaucoup à celui que je vous ai décrit la dernière fois. Ce qu'il voulait étudier pour expliquer des données biologiques, c'est la rugosité de la surface basale, qui dans ce cas, si la base est plus grande, la surface basale est la surface extérieure. Donc voilà le premier modèle qu'ils ont fait, où l'idée est exactement la même que celle que je vais vous décrire maintenant. Donc il faut un peu changer la géométrie. Donc j'appelle R2 le rayon de la surface basale. Et R1 la surface Alors, il faut que je refasse la géométrie. Je ne vais pas vous la faire, je vais vous donner les résultats. Il faut que j'exprime le volume. La taille que je vais utiliser, c'est la taille moyenne, c'est-à-dire la taille à mi-hauteur. Donc le rayon à mi-hauteur. Je vais être un tout petit peu plus précis. Qui est R égale R1 plus R2 divisé par 2. Je me place à la moitié de la hauteur ici et je coupe. À partir de ce rayon-là, je vais vous écrire le volume de la cellule. V0. Alors il y a un coefficient numérique que je n'écris pas, c'est le même que celui de la semaine dernière. Donc je n'ai pas triché par rapport à la semaine dernière. Ceux que je n'écris pas, c'est les mêmes coefficients numériques. Je pourrais les écrire et je peux les intégrer dans les tensions de surface. Donc c'est assez facile de tout traiter correctement et ça m'évitera d'écrire des coefficients qui n'ont pas beaucoup d'intérêt après. Ce qu'on trouve pour le volume, c'est H sur 3, facteur de R1 carré, plus R2 carré, plus R1, R2. Alors je mets un 3 parce que si R1 est égal à R2, je retrouve l'expression que j'avais écrite pour le cylindre la semaine dernière. Et puis j'ai l'air de la surface latérale. J'avais appelé ça AL. Ça, c'est H. Facteur de R1 plus R2 sur 2. Là, le coefficient numérique, il est évident, c'est 6, parce qu'il y a 6 surfaces autour de l'hexagone, et c'est ça que je n'écris pas. Donc ce que je vais écrire, pareil, je vais écrire l'énergie mécanique, telle que, en minimisant cette énergie mécanique, j'écris l'équilibre des forces sur une cellule. Donc j'écris l'énergie mécanique. Alors je l'ai appelé E. Donc il y a un terme pour la surface apicale. La surface apicale, elle a un rayon R1, donc ça va être gamma apical R1 carré. Il y a un terme pour la surface basale plus gamma basale R2 carré. Il y a le terme de tension de ligne plus lambda. Alors la tension de ligne,
le câble d'actine, il est juste au-dessous de la surface apicale. On peut se poser la question d'ailleurs à quelle distance de la surface apicale il est et qu'est-ce qui fixe la hauteur au-dessus de la surface apicale. J'avoue que je ne sais pas répondre à cette question-là. J'y ai un peu réfléchi et c'est une question à laquelle je ne sais pas vraiment répondre. Donc il y a un lambda R1 et puis il y a un terme de tension latérale. Donc c'est gamma L fois AL. Donc AL, il y a un facteur R1 plus R2 sur 2, donc il y a un 2 là. Il y a R1 plus R2. Et puis il y a H, et H, j'ai écrit que c'est V0 divisé par ce facteur-là. 3 demi. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que j'avais quand c'était un cylindre. Maintenant, j'ai une énergie qui est une fonction de deux tailles, R1 et R2, et je vais imposer la même contrainte, je l'ai déjà imposée, hein. J'ai imposé que le volume était constant et donné, donc je garde cette même contrainte que le module de compression est infini, et donc la surface, le volume de la cellule est incompressible. Donc maintenant, si je veux trouver les caractéristiques d'une cellule, il faut que je minimise ça par rapport à R1 et R2. Après, j'ai R1 et R2. Ce qui va m'intéresser, ça va me faire un cyste. Le cyste, c'est une sphère. Et ce qui va m'intéresser, c'est le rayon de la sphère. Alors la sphère, je vais la définir à cette hauteur-là, c'est-à-dire exactement au milieu de la cellule. Donc, je vais définir la courbure. C'est à mi-hauteur de la cellule. Alors je vous laisse jouer avec, hein. C'est un jeu simple. La cellule, c'est 2 fois R2 moins R1. Sur H fois R. Le 2, il est là parce que je mets la courbure totale. Donc il y a deux courbures dans des directions perpendiculaires. C'est une sphère. Elles sont égales. Donc ce 2, il n'a absolument aucun mystère. Puis si vous appliquez le théorème de Thalès que vous avez appris quand vous étiez petit, vous trouverez assez facilement que c'est R1 moins R2 sur H fois R. Donc voilà le but du jeu. Alors évidemment, si je me place dans le cas où la cellule doit être cylindrique, c'est-à-dire si je fais lambda égale 0 et gamma égale gamma V, vous pouvez vérifier, c'est la même énergie que je vous ai écrit la semaine dernière. Donc je peux calculer les caractéristiques géométriques de la cellule. Ce que je vais vous donner, c'est le rayon. Je vais trouver que R est égal à gamma L V0 à la puissance 1 tiers, ou ce que j'ai appelé gamma la semaine dernière, c'est gamma A plus gamma B. Évidemment, c'est symétrique en gamma A et gamma B, hein, puisque dans cette limite-là, gamma A est égal à gamma B, et donc je dois retrouver quelque chose qui est parfaitement symétrique en gamma A et gamma B. Il y a deux limites qui vont m'intéresser. Je vais regarder les sphères de faible courbure, c'est-à-dire je vais commencer par m'intéresser à ce qui se passe quand R2 moins R1 est petit. Alors, je vais écrire que R2, c'est R facteur de 1 plus epsilon, et que R1, c'est R facteur de 1 moins epsilon. Donc je remplace mes deux variables R1 et R2 par le rayon moyen R et puis cette quantité epsilon. Alors là aussi, hein, c'est un jeu simple, donc je vais simplement vous dire ce qu'est l'énergie en fonction de R et de epsilon. Alors, d'abord, j'ai le terme où epsilon est égal à 0. Ça, c'est le terme de la monocouche plane. Donc ce terme-là, il vaut gamma R2 plus lambda R, plus le terme de surface latérale qui est gamma L V0 sur R. Après, il y a un terme en epsilon, et puis il faudra que j'aille jusqu'au terme en epsilon 2. Alors le terme en epsilon, c'est moins epsilon. Alors, je vais le réécrire comme j'ai écrit là, j'ai mis moins R fois epsilon.
facteur de lambda il y a un terme en epsilon 2 qui est gamma, c'est epsilon 2 R2, gamma, où est-ce qu'il est, moins gamma L0 sur 3. Sur 3 fois R3. Donc voilà la même énergie qui est là, en supposant maintenant que la surface est courbée et en supposant que la courbure est faible. Et il faut que je minimise par rapport à R et par rapport à epsilon. Si epsilon est petit et que je minimise par rapport à R, la réponse est celle-là. Donc la minimisation par rapport à R, il suffit que je la fasse à l'ordre le plus bas en epsilon et je trouve cette réponse-là. Donc si je veux la courbure, la seule chose que j'ai à faire, c'est minimiser par rapport à epsilon. Il y a bien un minimum, ce terme-là est négatif, ce terme-là est positif, vous savez que cette fonction passe par un minimum. Et ce qu'on trouve, c'est epsilon égale 3,5. Alors, il y a 2 gamma A moins gamma B plus lambda sur R divisé par gamma fois H. Ce qui est important, c'est que dans les conditions où c'est symétrique, c'est-à-dire si gamma égale gamma B et lambda égale 0, évidemment, je dois retrouver que epsilon est égal à 0. Si tout est symétrique, je dois retrouver un cylindre. Je le retrouve bien. À partir de ça, ce qui m'intéresse, c'est la courbure. La courbure C, alors, c'est 2 fois R2, c'est R facteur de 1 plus epsilon. R1, c'est R facteur de 1 moins epsilon. Donc ça fait 4 epsilon sur H. Et vous voyez que si epsilon est petit, CH est petit. Donc la courbure est très petite devant 1 sur H. Et ça veut dire que ma sphère a une courbure faible par rapport à la taille des cellules, qui est bien le régime que j'ai envie d'utiliser là. Donc ça veut dire que CH est très inférieur à 1. Et ça, c'est le minimum de l'énergie. Donc ça veut bien dire, ce que vous pouvez deviner au départ, que quand on a des cellules où il y a une tension qui est plus grande sur la surface apicale et une tension plus faible sur la surface basale, la forme d'équilibre du tissu, c'est une sphère. Et puis, si les tensions ne sont pas trop différentes, ou si la tension de ligne est petite, on va avoir une sphère de faible rayon. Donc en gros, on va avoir une couche de cellules qui enferme une sphère, et ça, c'est ce qu'on appelle un cyste. Donc ça, c'est la limite des cystes. Alors c'est le modèle le plus simple et le plus naïf. On pourrait faire des choses plus sophistiquées. Par exemple, quand on fait ça, je vous ai dit la semaine dernière que les cellules reposaient sur une membrane basale. Bien sûr, si je fais une sphère, je courbe la membrane basale. Il y a une énergie mécanique de courbure de la membrane basale. Il faudrait que je la rajoute à l'énergie. C'est facile à faire. Je vous mettrai les références. Ça a été fait et c'est extrêmement facile à faire. Donc il faut faire attention qu'il faut prendre en compte la membrane basale. Donc voilà ce qui se passe quand la couche de cellules est faiblement courbée. On peut regarder la limite opposée, c'est-à-dire on peut se demander qu'est-ce qui se passe maintenant si elle est faiblement courbée. Alors je ne vais pas faire de choses très sophistiquées. Je vais regarder pour quelle valeur de la tension apicale j'arrive à faire disparaître la partie interne qui est ce qu'on appelle le lumen. La partie qui est ici, c'est ce qu'on appelle le lumen. Ouais. Dans le terme d'ordre 0, il y a un terme en lambda qui n'était pas là avant. Que je n'ai pas écrit. Avant, j'ai supposé que lambda était égal à 0. Pourquoi lambda a disparu? Alors, au dénominateur, j'ai supposé que lambda est égal à 0. Il y a un lambda qui est là.
Il est là. Je me demande juste si le deuxième terme en lambda R, est-ce qu'il ne modifie pas un peu le rayon Alors, si je suis cohérent, je peux calculer R à l'ordre 0 et ça me donnera une correction à l'ordre 2 de cette histoire-là. Bien sûr, ce terme-là, il existe. Je n'ai pas envie de faire des choses compliquées. C'est toujours un peu ma stratégie. Je regarde les cas limites. Ici, je regarde ce qui se passe quand la courbure est très faible. Je vais regarder ce qui se passe quand la courbure est très grande. La courbure très grande, c'est regarder quand est-ce que je fais disparaître le cœur qui est là. Alors, je vais le faire dans une limite simple. Je vais supposer que lambda est égal à 0. Simplement pour ne pas écrire des équations qui sont trop compliquées, et on comprendra très bien la physique avec ça, et on pourra deviner, même si on veut, le résultat final. Donc dans ce cas-là, je vais poser état R2, R1 égale epsilon R2 égale état R2. Et si la courbure est très grande, c'est-à-dire si je contracte très très fortement la surface apicale, ce état va être tout petit. Donc après, il faut que je vienne ici, écrire l'énergie. Cette fois, je vais l'écrire en fonction de R2 et de état. Donc j'ai gamma A R2 carré état 2 plus gamma B R1 carré. Je n'écris pas de terme lambda, il y en a un, je pourrais le mettre, ça compliquerait un peu le résultat. Et puis après, il y a ce terme en gamma L. Alors je vais simplement vous écrire, c'est sur 2R2. Un plus état sur 1 plus état 2. Donc ça, c'est l'énergie exprimée cette fois en fonction du rayon de la surface basale et puis du rapport entre les deux rayons. Et je m'intéresse au cas où R1 est très petit devant R2, donc état est petit. Donc il faut que je développe ça en état. Je vais vous écrire le résultat. Il n'y a absolument aucune subtilité. Ça fait gamma A R2 carré état 2 plus gamma B, pardon, c'est R2 carré ici, R2 carré, plus le développement du dernier terme, alors qui est un peu plus compliqué, c'est 3 gamma L sur 2 R2 V0. Facteur de 1 plus 1 moins état 2 plus état 3. Donc voilà la même énergie. Cette fois, je l'ai développée en supposant que état est très petit devant. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est minimiser ça par rapport à R2. Ça va me donner le rayon de la surface basale. Je vous écris le résultat. C'est le même loi d'échelle que tout à l'heure, sauf que le coefficient numérique est un tout petit peu changé. C'est 3 gamma L V0 sur 4 gamma B à la puissance 1 tiers. Et puis, il faut que je minimise par rapport à état. Alors, si j'écris la minimisation par rapport à état, ce que je trouve, c'est 2 états, facteur de gamma A moins 2 gamma B, plus état 2, plus 6 état 2, gamma B R2 carré.
égale 0. Et j'ai dû oublier un terme en R2 carré ici. Oui. Donc ça, c'est la condition qui me fixe le rapport des rayons entre la surface apicale et la surface basale quand la tension de la surface apicale est grande par rapport à la tension de la surface basale. Vous voyez que pour qu'il y ait une solution à cette équation-là, ce terme-là est positif. Pour qu'il y ait une solution, il faut que ce terme-là soit négatif. Et la solution nulle, elle apparaît quand gamma A est égal à 2 gamma B. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si gamma A est plus petit que 2 gamma B, il y a un vrai cyste. Oui, je réponds. Il y a un volume fini à l'intérieur. Et puis si j'augmente gamma A, à cette valeur gamma A égale 2 gamma B, le volume intérieur disparaît et je fais une structure avec des cellules qui se touchent au cœur et qui vont faire quelque chose comme ça. Oui, vas-y. Je ne dis pas que lambda est égal à 0, je dis je regarde juste cette limite-là. Alors, si on fait le calcul proprement, ce qui doit être plus grand qu'un nombre fois gamma B, ça ne va pas être gamma A, ça va être gamma A plus un certain coefficient fois lambda sur R. Simplement dimensionnellement. Ce que ça prouve, ça, c'est que, et le coefficient numérique, je n'y crois pas trop, parce que je vous ai dit que j'en avais oublié plein de coefficients numériques, mais qu'il y a un nombre tel que si gamma A est plus grand que ce nombre fois gamma B, il n'y a plus de volume interne. Maintenant, je peux faire gamma A égale gamma B et prendre lambda fini. Tu peux refaire le calcul, je n'ai même pas fait. La réponse, ça va être lambda sur R supérieur à 2 gamma B, où R est donné par la valeur qui est écrite quelque part. Donc, une fois que j'ai compris qu'il y a une valeur critique de gamma, je saurais le faire pour toutes les valeurs à la fois de gamma et de lambda. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Autrement, ça m'aurait fait écrire des équations beaucoup plus longues. Et je n'aurais pas appris grand-chose, et la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles ce coefficient numérique n'est pas forcément le bon, parce qu'il aurait fallu que je m'inquiète peut-être plus précisément de ce qui se passe ici. La courbure est grande cette fois, donc il faudrait que je m'inquiète que je suis obligé de les déformer, parce que je ne vais pas arriver à les empiler exactement, des choses comme ça. C'est à peu près clair que la seule chose que ça va changer, c'est ce coefficient qui ne sera pas 2, mais qui sera un nombre que je n'ai pas envie de calculer. Donc finalement, cette histoire de cyste, elle est très simple. Si la force qui crée les cystes, c'est-à-dire la tension de ligne ou la différence de tension de surface est petite, on fait un cyste, et on fait un cyste avec un grand rayon. Et puis, si la tension apicale est trop grande, on fait disparaître l'intérieur du cyste. Alors ça, c'est des choses qui sont tirées de l'article qu'on avait fait avec Edouard Anzo. Je vous mettrai la référence de l'article. Il y a plein d'autres cas qui sont traités. Il s'est intéressé à l'énergie que ça coûte de courber un tissu et des choses comme ça. Mais tout est un peu caché derrière ce résultat que je vous ai mis là. Ce que je veux faire, c'est plutôt vous montrer une application de ce problème de cyste et vous montrer un problème biologique où apparaissent des cystes. Oui, Hervé. Ça ne suppose pas qu'en fait, s'il y avait de l'eau à l'intérieur, imaginons, on puisse passer sans encombre. Alors, ouais. Alors la question est très bonne et je voulais en parler, j'ai oublié, donc merci. Ce que dit Hervé, c'est supposer que je fais un cyste, enfin, je vais le dire dans mon langage à moi, mais je pense que ça veut dire la même chose. Si j'essaye de faire diviser les cellules pour faire croître le cyste, je vais avoir un problème, c'est que le volume d'eau qui est à l'intérieur, il est fixé, et il faudra que j'amène de l'eau. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que les cellules, quand elles ont envie de se diviser, elles relarguent des ions à l'intérieur, et c'est des effets osmotiques qui pompent l'eau à l'intérieur de la cellule. Donc le volume qui est piégé à l'intérieur, s'il n'est pas assez grand, c'est un effet de différence de pression osmotique entre l'intérieur et l'extérieur qui est créé par les ions relargués par les cellules dans le volume interne qui va pomper l'eau vers l'intérieur. Dans ce cas-là, ça va redissoudre les ions, ça va équilibrer la pression osmotique avec celle qu'elle est à l'extérieur, et ça va permettre d'avoir le volume qui est souhaitable et qui minimise l'énergie à l'intérieur. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait que je sois plus subtil, que je ne me contente pas d'effets géométriques comme ça, mais que je mette aussi les effets osmotiques avec cette chose-là. Qualitativement, ça va donner ça, mais j'aurai même une cinétique qui sera contrôlée par le pompage de l'eau à l'intérieur du cyste. Mais c'est une bonne remarque. Alors, le problème biologique que je vais essayer de vous décrire,
c'est ce que je vais appeler l'apparition de cystes dans une couche épithéliale. La première chose dont il faut que je vous parle, c'est ce qu'on appelle les carcinomes. Ce que les biologistes ou les médecins appellent des carcinomes, c'est des cancers des couches de cellules épithéliales. Et ça, c'est 80% des cancers. La plupart des autres, c'est ce qu'on appelle des sarcomes. C'est des cancers des cellules qui sont mésenchymateuses, où les cellules ont une motilité spontanée, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à vouloir bouger spontanément. Donc ceux qui vont m'intéresser, c'est ceux-là, c'est les carcinomes. Il s'avère que dans certains carcinomes, on voit des cystes qui sont extrudés du tissu épithélial. Alors, je n'ai pas donné d'exemple, hein, bien sûr, les cancers de la peau sont des carcinomes, les cancers du côlon, dont j'ai montré des images au premier cours, sont des carcinomes, et donc la grande majorité des cancers sont des carcinomes. D'où l'idée, alors l'article que je vais décrire, il a été écrit par quelqu'un qui est à Munich, qui s'appelle A.M. d'étudier comment des cystes peuvent être extrudés de cellules de couches épithéliales. Alors, elle n'a pas étudié ça sur des tissus cancéreux, elle a étudié ça sur des tissus au cours du développement, et le modèle qu'elle a utilisé pour ça, c'est celui que j'utilise depuis le début du cours, c'est le disque imaginal de l'aile de la drosophile. Alors, je vous cite ça comme exemple depuis le début de ce cours. Je vais vous montrer une image un tout petit peu plus précise que ce que je vous ai montré jusque-là. Donc voilà deux images réelles. Alors, c'est les images qui sont en haut du disque imaginal de l'aile de la drosophile. Ça, c'est le disque imaginal en entier. Et il y a une région, qui est cette région-là, qui s'appelle pouch en anglais. Je ne sais pas exactement quel mot les biologistes utilisent en français. La poche, peut-être, la bourse, je ne sais pas, mais c'est ça que ça veut dire. Donc c'est cette région-là qui va nous intéresser. Et puis si vous regardez cette région, en fait, le tissu se replie sur lui-même. Donc c'est quelque chose qui est très fin comme ça, et c'est une couche qui est repliée sur elle-même. Et voilà la vue de travers. Alors il y a un lumen, c'est-à-dire il y a un espace intérieur qui est cette région-là. Il y a une région en dessous où les cellules sont très étirées. Ça, c'est celle que je vais regarder. C'est celle qu'ils appellent pouch cells ici. Et puis de l'autre côté, il y a cette membrane péripodiale. Et cette membrane péripodiale, elle n'est pas faite de cellules allongées, elle est faite de cellules qui sont très très aplaties, qu'on ne voit pas bien sur cette image-là. Donc il y a un côté où les cellules sont ce que j'avais appelé pavimenteuses, et puis il y a un autre côté où les cellules sont ce que j'avais appelé colonnaires. Et l'idée de cette Madame Classen, c'est d'essayer d'induire la formation de cystes dans cette couche de cellules qu'elle appelle pouch cells.
C'est cet épithélium-là qui est vu dessus là, mais qui est un des deux côtés du disque imaginal de l'aire de la drosophile, sur lequel elle va induire des transformations qui vont permettre la création de cystes. Alors pour ça, elle va injecter sur ce tissu-là des protéines qui s'appellent polycombes. Alors ça, c'est toute une série de protéines. Ce que font ces cellules, c'est qu'elles éteignent des facteurs de transcription. Donc il y a des gènes qui étaient exprimés avant qu'on mette ces protéines polycombes qui ne sont plus exprimés après. Donc ces facteurs de transcription, ça modifie l'expression des gènes. Et dans ces cellules-là, il y a deux effets. Il y a une réduction de la prolifération cellulaire. Il y a un deuxième effet, c'est que les cellules, donc il y a deux types de cellules. Il y a les cellules sauvages, où les protéines polycombes n'ont pas inhibé les facteurs de transcription. Et puis il y a les cellules où les protéines polycombes ont inhibé les facteurs de transcription. Et du fait de l'existence de ces deux types de cellules, ce qui est observé, et qui a l'air assez général d'après ce qui est dit dans cet article, c'est qu'il y a formation de cystes et que les cystes sont extrudés. Voilà le problème posé dans cet article-là. L'autre observation, c'est qu'il y a accumulation d'actine et de myosine, donc il y a accumulation de contractilité à l'interface entre les cellules dont le destin a été modifié à cause des facteurs de transcription, c'est-à-dire les cellules qui ne sont pas sauvages, leur destin est modifié, et à l'interface entre ces cellules-là et les cellules sauvages, il y a accumulation d'actine et de myosine. Je vais les appeler modifiés. La principale caractéristique, c'est que le destin des cellules, c'est-à-dire leur différenciation, va être différente de celle qu'elle était quand elles étaient sauvages. Alors il y a plusieurs choses que montre la partie expérimentale de cet article-là. La première chose, donc, si vous regardez, donc ça c'est un schéma
du disque imaginal. Ça, c'est la poche. Et ça, c'est un régime où il y a très peu de cellules dont le destin est modifié, qui sont en vert ici. Et chaque fois qu'il y a des cellules dont le destin est modifié, il y a apparition de cystes à partir de ces cellules-là. Ils ont fait l'expérience à l'envers, c'est-à-dire ils se sont placés dans des cas où il y a beaucoup de protéines polycombes. Si vous faites l'expérience dans un cas où il y a beaucoup de protéines polycombes, il y a peu de protéines sauvages, et il y a encore formation de cystes, mais cette fois, c'est les protéines sauvages qui vont former des cystes. En combinant ça et en combinant le fait qu'à l'interface entre les cellules sauvages et les cellules dont le destin est modifié, il y a accumulation d'actine et de myosine, donc il y a augmentation de la tension. Ce qu'il propose dans cet article, c'est que la formation de cystes, elle est liée à une augmentation de la tension entre cellules sauvages et cellules polycombes, et cellules dont le destin est modifié. Donc c'est la tension à l'interface ou sur la surface latérale, si on veut utiliser le langage que j'utilisais, qui a augmenté. Et ils disent c'est ça qui crée la formation de cystes qui sont extrudés à partir de cet épithélium. Voilà la proposition expérimentale. Et puis après, il y a des théoriciens. Alors, il y a une thèse dans l'équipe de Guillaume Salbreux par quelqu'un qui s'appelle Sylvanus Alt. Qui a étudié ce problème-là en utilisant un modèle de vertex à 3 dimensions. Alors avant de vous décrire ce modèle, qui est à peu près le même que celui que j'ai décrit jusque-là, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on voit sur cette figure expérimentale. Alors j'ai mis quelque part mon... Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc on va regarder le cas qu'ils ont le plus étudié, qui est celui-là. Ça, c'est une vue de la couche épithélium par-dessus. Ça, c'est une vue par le côté. Et ici, vous voyez l'accumulation d'actine. Donc ici, on a entre une cellule qui est sauvage et une cellule qui a été modifiée. Donc aux endroits où il y a interface entre cellules sauvages et cellules modifiées, il y a une invagination qui apparaît dans la couche, et puis c'est cette invagination qui, dans certains cas, se creuse et permet l'expulsion soit de cellules, soit de cystes. Si vous regardez ici, à la fin, il y a une seule cellule, donc voilà, marquée ici la couche d'actine, et vous voyez qu'à la fin, il y a une seule cellule qui va apparaître, parce que, je vous dirai dans une seconde pourquoi. Et puis, il y a des cas où on voit tout un cyste. Donc voilà une image de la sphère qui va être éjectée, et ça fait un cyste qui est éjecté à partir de cette couche épithéliale. Ce qu'ils ont montré, c'est que si ces régions, donc je suis dans ce cas-là, si les régions de cellules dont le destin est misspécifié, donc des cellules modifiées, sont trop petites, il n'y a pas de cyste. Il n'y a pas de cyste, et ce qui se passe, c'est que les cellules sont éjectées une à une de la couche. Donc il y a une extrusion de cellules individuelles.
si les régions où les cellules modifiées sont très grandes, il n'y a pas non plus de formation de cystes. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a un régime de taille intermédiaire, je vais vous montrer les chiffres sur la slide d'après, où si j'ai une insertion de cellules modifiées à l'intérieur de cellules sauvages dans ces régimes de taille intermédiaire, il y a des cystes qui sont extrudés de la couche. Donc voilà la chose que... Voilà le résultat. Je ne sais pas si ça a été clair, si vous avez des questions là-dessus. Oui, Thomas. Qu'est-ce qui est marqué en vert? Alors, ce qui est marqué en vert, c'est les cellules modifiées. Donc ici, il y a peu de cellules modifiées. Et ce qui est marqué en rouge, ce qui est en blanc ici, c'est les cellules sauvages sur cette image-là. D'accord? Oui. Pourquoi il y a expulsion automatique? Alors pourquoi expulsion? Ça, j'y viens. Je vais vous montrer les résultats du modèle. Donc, je vais passer à mon image suivante. Donc, le modèle à 3 dimensions, il est fait comme ça. Ils prennent une couche. Alors, ici, c'est une couche en section. On voit le côté de la couche. Là, c'est la face apicale. Là, c'est la face basale. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'au milieu de cette couche-là, donc dans la région qui est séparée entre les deux traits jaunes ici, ils vont remplacer les cellules normales par des cellules au destin modifié. Alors, il y a 2 façons de le faire, parce que c'est des choses qui avaient été suggérées dans la littérature. Soit on dit, ce que fait le fait que le destin est modifié, c'est que ça augmente la tension latérale de toutes les cellules. Ça, c'est le scénario qu'ils appellent bulk contractility. Donc, on augmente le gamma L de toutes les cellules modifiées. Soit on dit, il y a une augmentation de la tension entre cellules modifiées et cellules sauvages, et cette augmentation-là, elle ne se produit qu'à l'interface entre cellules modifiées et cellules sauvages. Alors, on comprend bien ce qui se passe sur ces dessins-là. Donc, vous prenez ça c'est ce qu'il appelle bulk contractility. Donc les tensions de toutes les surfaces des cellules modifiées sont augmentées. Les cellules modifiées veulent se contracter. Elles sont en vert ici. Et au début, on doit avoir une invagination comme ça. Puis après, il fait l'inverse. Donc il met beaucoup de cellules modifiées et un tout petit peu de cellules sauvages au milieu. La tension, elle est augmentée sur les lignes rouges ici. Ça contracte ces régions-là. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir une invagination dans ce sens-là, on doit avoir une bosse. Et ça, ce n'est pas ce qui est observé. Donc ce scénario-là, et puis quand on regarde, ça c'est cette région verte qui est ici, et puis ça c'est l'image à 3 dimensions. Ici, vous avez le scénario inverse. Là, vous avez un trou, là, vous avez une bosse. Et puis quand on regarde les résultats expérimentaux qu'on va regarder dans 2 minutes et qui sont là, on a toujours une invagination. Donc il reprend ce modèle de vertex, c'est le même que celui que j'ai décrit, exactement. Il y a plusieurs variations sur ce modèle-là. Ils font 2 choses en plus que je n'ai pas décrites. Ils rajoutent une tension de ligne basale. Je ne sais pas pourquoi, mais ils rajoutent une tension de ligne basale. Et puis, ils accrochent l'épithélium par des ressorts. Donc, toutes les jonctions ici sont accrochées par des ressorts au milieu qui est en dessous, donc au stroma qui est en dessous, à la matrice extracellulaire. Et puis, il y a une 3e chose qui doit venir de l'expérience, mais que je n'ai pas vu très bien expliquer, c'est qu'il suppose que le tissu est sous tension négative. Donc le tissu est comprimé. Il y a une tension de ligne basale. Et ils ajoutent des ressorts, des liens élastiques avec la matrice extracellulaire. Donc le scénario de contractilité en volume ne marche pas. Par contre, le scénario où on augmente la tension juste à l'interface entre les 2 types de cellules, donc c'est ce qui est fait ici,
Cette fois, il n'y a que 2 lignes rouges qui se contractent plus. Donc la seule chose qui va être contractée, c'est cette interface-là et cette interface-là. Moyennant quoi, on crée une invagination dans ce sens-là. Mais si vous inversez, il n'y a encore que 2, enfin il y en a 6, hein, ou un peu plus si c'est une région plus grande, mais il n'y a que les interfaces qui sont au bord ici qui sont contractées. Donc vous voulez réduire l'aire de ces interfaces-là, et vous faites encore une invagination dans ce sens-là. Donc ce scénario-là, il va expliquer ce qui est observé expérimentalement, que dans les 2 cas, on a un trou qui se fait dans le tissu. Alors voilà, ça c'est un peu un schéma. Voilà une vraie simulation. Ici, ils prennent une toute petite région. Il y a 3 cellules mi-spécifiées, modifiées, qui sont à l'intérieur de cellules normales. Voilà les interfaces où ils augmentent la tension. Alors, ils l'augmentent beaucoup, ils l'augmentent d'un facteur 3 sur ces interfaces-là. Et puis ce que ça fait, c'est une toute petite invagination en haut. Et vous voyez que quand il n'y a que 3 cellules, il ne se passe à peu près rien. Ce qu'ils disent dans l'article, c'est que dans certains cas, quand même, quand il n'y a que 3 cellules, il y a des cellules qui sont éjectées une par une. Si vous allez à la limite où il y a une structure de cellules normales et beaucoup de cellules qui sont modifiées à l'intérieur, ça c'est quand il y a plus de 100 cellules modifiées à l'intérieur, il ne se passe à peu près rien. Et dans l'expérience ici, il ne se passe à peu près rien, il n'y a pas d'invagination. Et puis dans le régime intermédiaire, alors 15, 25, 55 cellules, ils augmentent la tension sur ces interfaces-là, ils augmentent la tension sur ces interfaces-là, et ça fait une invagination, et c'est cette invagination qui va croître et qui va constituer le lumen de la cellule. Donc ils comparent après quantitativement cette invagination à celle qui est observée, dans les expériences, qui est là pour 15 cellules, pour 25 cellules ou pour 55 cellules. Donc leur conclusion, c'est oui, le fait qu'on modifie le destin des cellules, ça va créer la formation de cystes, mais ça ne crée la formation de cystes que pour des régions de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui ont plus que 5 cellules, ils disent dans l'article, et qui ont moins que 100 cellules. S'il y a plus, il n'y a pas de déformation. S'il y a moins, c'est des cellules isolées qui sont expulsées. Alors, la chose qu'on peut comprendre assez facilement, c'est pourquoi est-ce que s'il y a une très grande région, on n'a pas d'expulsion de cystes. Si vous regardez ce dessin-là, il y a une interface ici qui est modifiée et on augmente la contractilité. Donc on compresse plus cette interface-là. Et ça, si je considère ça comme une membrane, c'est comme si j'avais une tension de ligne. Maintenant, si je dis qu'il y a une tension de ligne au bord de cette région-là, ce que va faire la tension de ligne, c'est qu'elle va vouloir contracter et ça va créer un flambage. Mais la pression qui est créée par la tension de ligne, elle est en 1 sur R. Plus la région est grande, plus la pression qui est créée est faible. Et si vous créez un flambage par une tension de ligne, si vous avez une région très grande, la différence de pression sera faible, il n'y aura pas de flambage et il ne se passera rien. Si la région est petite, vous créez une pression négative importante à l'intérieur et c'est ça qui crée un flambage. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent qualitativement le fait qu'au-delà de 100 cellules, il n'y a pas de déformation. Si la région est trop petite, il n'y a pas assez de cellules pour faire un cyste. Et puis au milieu, ils observent la formation de cystes. Quand on fait ces choses-là, on rajoute beaucoup de paramètres. Donc en ajustant les paramètres qu'ils ont ajoutés, ils arrivent à fitter des données quantitatives sur les cellules. Donc voilà l'exemple que je voulais vous montrer sur cette formation de cystes. Alors la question après, c'est la pertinence biologique, c'est-à-dire à quoi servent les cystes dans les cancers. Ce qu'ils disent, c'est que dans les cancers, les cystes sont souvent associés aux métastases et que peut-être qu'en comprenant les cystes, on apprendra des choses sur les métastases. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces questions de tissus courbés et de cystes. Alors ce que je veux faire maintenant, et dans la suite du cours aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine, c'est essayer de changer d'échelle, c'est-à-dire partir du modèle de vertex et essayer de décrire la déformation d'un tissu à une échelle macroscopique, cette fois, qui n'est pas l'échelle de la cellule. Alors vous avez déjà entendu parler de ça, hein, c'est quelque chose dont Johannes Belaïch a parlé pendant son séminaire. Et c'est un peu, je vais essayer de vous montrer, alors je vais essayer de le faire lentement et de vous montrer systématiquement comment on peut passer des déformations du modèle de vertex, alors à 2 dimensions, je vais revenir à 2 dimensions, à une déformation macroscopique du tissu, qui est ce qui est plus facile à mesurer pour les biologistes et les expérimentateurs. Donc je vais changer de... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave.
Alors, j'ai appelé ça modèle de vertex et déformation macroscopique des tissus. C'est quatrièmement. Donc tout mon jeu, c'est d'essayer de reformuler tout ce que je vous ai dit en termes de mécanique des milieux continus, en termes de tenseur de déformation d'un tissu. Alors si le tissu ne croît pas et n'évolue pas, c'est facile. En gros, c'est un milieu désordonné. Évidemment, je veux prendre en compte ça, mais je veux aussi prendre en compte la croissance et les processus topologiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire les processus T1 et T2. Je veux prendre en compte la croissance. Il y a assez peu de gens qui se sont intéressés à ça. Il y a en fait 2 articles sur le sujet qui sont dans le même numéro de cette revue qui s'appelle eLife. En 2015. Il y en a un qui a été fait par l'équipe de Johannes Belaïch, c'est ce que vous a montré Johannes très brièvement dans le séminaire de la semaine dernière. Donc ça, le premier auteur, c'est Guy Rao. Et puis il y a un deuxième article, qui est un article qui a été fait dans l'équipe de Frank Jülicher à Dresde. Et le premier auteur, c'est Merkel. Les 2 articles sont assez semblables. Les approches sont un tout petit peu différentes. Je vais suivre plutôt l'approche du groupe de Frank Jülicher qui me paraît un tout petit peu plus systématique et on voit mieux apparaître les approximations. Donc la première chose que je veux faire, c'est de vous parler de la triangulation d'un tissu. Donc, je vais repartir du modèle de vertex. Je vais vous le montrer ici. Donc voilà un modèle de vertex à 2 dimensions pour un tissu. Et ce que vous avez en dessous, c'est une image d'un tissu, toujours de l'aile de la drosophile. C'est des images qui viennent du groupe de Susan Eaton dont j'ai beaucoup parlé. Et voilà les arêtes entre les cellules. Voilà les vertex du tissu ici. Alors pour raisonner, je vais raisonner sur ce tissu là-haut, mais on peut faire exactement les mêmes transformations que celles que je vais faire sur le tissu réel. Donc l'idée, c'est de partir d'une cellule. Je pars du tissu qui est là. Donc voilà une cellule centrale et voilà ses voisins. Et puis ce que je vais repérer, c'est le centre de masse de chaque cellule. Donc pour la cellule alpha ici, je vais supposer que son centre de masse, il a une position R alpha. Et puis je vais tracer tous les centres de masse de toutes les cellules qui sont là. Puis après, je relie les centres de masse entre eux. Je vais faire
Voilà ce que j'obtiens quand je relie tous les centres de masse entre eux. Je construis ce que je vais appeler un réseau dual du modèle de vertex. Et ce réseau, pour ce qui m'intéresse, il va être plus simple. Il va être plus simple en ce sens qu'il est formé uniquement de triangles. J'ai remplacé le réseau qui peut être compliqué, hein, toutes les cellules ne sont pas des hexagones, par un réseau triangulaire. Maintenant que j'ai expliqué, je peux vous montrer le dessin qui est ici. Ça, c'est les centres de masse de ces trois cellules-là. Et vous voyez que chaque triangle, c'est aussi vrai sur mon dessin, ce triangle-là, il a un vertex au milieu, ce triangle-là, il a un vertex au milieu. Donc j'ai un triangle à chaque fois associé à chaque vertex. Donc je vais indexer les cellules, je vais les indexer avec une lettre grecque. Alpha, ça va être l'index des cellules. Et puis j'appelle R alpha la position du rayon, donc le centre de masse. Je vais l'appeler R alpha. Et puis je vais indexer les triangles par un indice latin. Je vais indexer les triangles par un nombre n. Donc les vertex ou les triangles. Je mets un indice n. Et puis le triangle n, il a trois côtés. Il a trois côtés qui viennent, celui-là par exemple, qui lie les centres de masse de ces deux cellules-là, de ces deux cellules-là et de ces deux cellules-là. Donc si j'ai des cellules alpha, bêta, gamma autour de ce vertex-là, je vais appeler R alpha bêta n, qui est R alpha moins R bêta moins R alpha. Ça, c'est les vecteurs qui joignent les côtés du triangle. Donc je peux faire cette construction comme je l'ai faite là-haut sur le tableau ou comme je l'ai faite là-haut sur le modèle de vertex. Et puis je peux la faire sur le tissu réel. Et je peux remplacer ces images qui sont ici du fait par des marquages de protéines sur les faces des cellules par un réseau de triangles. Oui, Hervé. Si on considère les cellules comme un diagramme de Voronoi, est-ce que c'est exactement la triangulation de Delaunay? C'est pas tout, c'est pas le, je ne crois pas que ça soit exactement le diagramme de Voronoi. Tu prends la perpendiculaire au milieu ici et tu regardes ce qui se fait. Ici, on part du centre de masse. Je pense, parce que ce qu'on veut faire, c'est obtenir des triangles. Et ce qui nous force que c'est des triangles, c'est le fait qu'il n'y a que 3 jonctions à chaque vertex. Peut-être que ça marcherait avec des diagrammes de Voronoi, et il me semble qu'il y a des gens qui l'ont fait comme ça pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes de cellules. Il me semble que j'ai déjà lu des articles comme ça. Ça marche comme ça, donc je vais continuer comme ça, mais peut-être que c'est faisable. L'idée du triangle, c'est qu'après, pour chaque triangle, je vais définir un état de référence, et je prendrai un triangle équilatéral comme état de référence, mais on pourrait le faire si le diagramme de Voronoi n'engendre que des triangles. On va pouvoir le faire de la même façon. C'est la triangulation de Delaunay. Si les cellules, c'est un diagramme de Voronoi, la triangulation de Delaunay, c'est dual, effectivement. C'est le dual de ça. Mais je crois que ça ne place pas exactement les... Ah, ils ne seront pas au même endroit. Ils ne sont pas forcément au centre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais ça marcherait peut-être probablement tout aussi bien à partir du moment où on sait définir les triangles et revenir du triangle aux positions des cellules. On y arrivera très bien. Ça, c'est absolument clair dans mon esprit. OK, donc maintenant, ce que je veux regarder, c'est la déformation microscopique d'un triangle. Donc, je vais me placer à l'échelle d'un triangle et je vais essayer de caractériser la déformation d'un triangle.
Donc je vais déformer le tissu. Comment est-ce que je déforme le tissu? Je change la position des vertex, et le vertex n qui est là, je vais le déplacer d'une quantité hn. Donc si je me donne la déformation de tous les vertex de façon assez simple, que je ne vais absolument pas expliciter, je vais déformer chacun des côtés des triangles. Donc si je me focalise sur le triangle n, en déformant tous les vertex, je vais déformer les côtés. Donc un déplacement ça donne une déformation de tous les côtés. Cette déformation, elle va me faire passer le côté R alpha bêta du triangle N à un vecteur qui est un peu différent, que je vais appeler R' alpha bêta. Et si je déforme le réseau de vertex, je pourrais mesurer la déformation de toutes les arêtes, c'est-à-dire de tous les côtés des triangles ici, qui est due à la déformation de ces vertex. Maintenant, je vais faire des déformations petites. Si je fais une déformation petite, ça veut dire que R' alpha bêta et R alpha bêta sont proches l'un de l'autre et qu'il y a une relation linéaire entre les deux. Je vais me placer pour les trois vecteurs d'un triangle, donc à l'intérieur d'un triangle. Alors je suis désolé, je vais vous imposer quelques notations tensorielles. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais ça va me simplifier la vie de noter ça sous forme de tenseur. Donc je vais noter par I et J les deux composantes cartésiennes des vecteurs. Donc ce vecteur R alpha bêta, il a une composante R alpha bêta I qui est la 1 qui est la composante sur X. Il a une composante R alpha bêta 2 qui est la composante sur Y. Et ça, je vais le noter R alpha bêta. Je vais mettre un indice J ici, où J c'est 1 ou 2. Et ce que je vais écrire, c'est que R' alpha bêta, qui est le vecteur déformé pour chaque côté de triangle, c'est une fonction linéaire de R alpha bêta. Donc, il y a une composante J ici, il y a une composante I ici, et puis il y a un tenseur entre les deux. Alors ce tenseur, il a deux composantes. Il y a une composante qui est l'identité. Ça, c'est ce qui se passe quand je ne déforme pas le triangle. Donc il y a une fonction delta ij. Ça, c'est 1 si i est égal à j et 0 si i est différent de j. Et puis il y a une autre composante qui est la déformation du triangle que je vais appeler uij. Donc pour un côté du triangle, R alpha bêta, pour la composante J, elle est reliée aux deux ondes composantes I et J dans l'état initial. Il y a une partie qui est non déformée, ça c'est la matrice identité. Et puis ce tenseur, c'est le tenseur de déformation. Et là, j'utilise la convention d'Einstein. Ce que j'appelle la convention d'Einstein, c'est que quand il y a des indices qui sont répétés, ici il y a I et I, implicitement, je somme sur cet indice-là. Ça, c'est la définition classique du tenseur de déformation en élasticité. Donc je prends un triangle, je déforme les trois côtés, et en déformant les trois côtés, je définis ce tenseur de déformation. Alors il y a une seule façon de le faire, parce que pour déformer un triangle, il faut que je fixe un des sommets. Après, j'ai la déformation des deux autres sommets. Ça me fait 4 coordonnées. Et ce tenseur-là, c'est un tenseur de 2. Il a 4 nombres pour le définir. Donc j'ai 4 équations à 4 inconnus. Donc si je connais la déformation, pour chaque triangle,
je connais le tenseur UIJ. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le triangle N. J'ai un UIJ qui dépend du triangle N ici. Donc pour chaque triangle N, je sais définir une déformation. Ça, c'est une déformation qui est générale, et j'ai pour l'instant aucune contrainte, sauf que ce UIJ, c'est une matrice de 2. Maintenant, une matrice de 2 comme ça, on peut la décomposer en une somme de 3 processus. Le premier, c'est une dilatation. Donc je prends mon triangle et je le dilate de façon isotrope. Je le dilate comme ça. Le deuxième, c'est un cisaillement pur. Ça, c'est la dilatation. Le deuxième, c'est un cisaillement pur. Alors, un cisaillement pur, c'est une déformation où vous tirez dans une direction et vous comprimez dans la direction perpendiculaire. Alors, pour que ça se voit, je ne vais pas le dessiner avec un triangle, je vais le dessiner avec un carré, mais il faudrait inscrire le triangle dans ce carré-là, et il sera déformé de la même façon. Donc, je prends un carré, puis je le transforme comme ça. Et je peux faire ça à R constante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cisaillement pur. Et puis une rotation. La rotation, c'est simple, je fais tourner le triangle d'un angle donné. Alors ça, c'est la définition un peu qualitative des 3 transformations élémentaires. Je vais vous écrire la même chose, mais de façon mathématique, et vous allez voir qu'il n'y a qu'une façon de le faire. Donc je pars du tenseur UIJ. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais le rendre de trace nulle. Donc je vais écrire que UIJ, c'est la trace UKK. UKK, c'est UXX plus UYY. Je mets ça sur je multiplie par la matrice unité. Et je divise par 2, parce que quand je somme sur I delta IJ, j'ai 2 composantes, et ça me reconstituera la trace. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé la trace du tenseur, et enlever la trace du tenseur, c'est ce qui prend en compte la dilatation. Après, j'ai une matrice de trace nulle, mais elle n'est ni symétrique ni antisymétrique. Donc je vais décomposer cette matrice en la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Plus U tilde IJ, qui est symétrique, plus une matrice antisymétrique Alors, la matrice antisymétrique, je vais l'écrire moins psi epsilon ij, où epsilon ij, c'est le tenseur totalement antisymétrique. C'est antisymétrique, il y a 0 sur la diagonale. Il faut que je mette le moins 1 du bon côté. C'est moins 1 ici et 0 et 1 là.
Ça, c'est une rotation d'angle psi, si psi est petit. Et ça, c'est le cisaillement pur. C'est exactement comme ça qu'on définit les cisaillements purs en mécanique des solides. Donc comme ça, j'ai décomposé la déformation d'un triangle. Alors, si vous voulez le voir fait dans l'article original, c'est fait là. Il y a une rotation, il y a une déformation de cisaillement, et puis il y a un scaling isotrope qui est la dilatation. Donc voilà comme ça comment je vais définir la déformation d'un des triangles du réseau, et je peux faire ça pour chaque triangle du réseau. Donc je fais ça pour chaque triangle du réseau. Maintenant, pour étudier la déformation, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir un état de référence. En mon état de référence, je vais prendre un triangle équilatéral d'R à 0. Vous m'accorderez que si je prends mon triangle équilatéral ici et que je veux le transformer dans mon triangle réel, je vais lui faire une déformation. Et cette déformation, je pourrais toujours la décomposer comme ça en une dilatation, un cisaillement pur et une rotation. Il y a un truc un petit peu plus subtil, c'est que maintenant, je ne sais pas si c'est petit ou c'est grand. Ici, j'ai pris une petite déformation, donc je sais que psi est petit, que ça c'est petit et que ça c'est petit. Si je me fixe une forme de façon aléatoire, j'aurai une déformation du triangle qui est aléatoire. Alors, je vais vous écrire ça. Il faut que je me définisse. Donc ça, c'est pour mon triangle N. Hein. Il a des côtés. Ici, les côtés, je les ai appelés R alpha bêta. Je vais les appeler C alpha bêta pour mon état de référence. Ça, c'est ces trois vecteurs-là. Et puis, comme j'ai relié par la déformation R à R', je vais relier par la déformation C alpha bêta ou R alpha bêta qui est là. Alors, ça veut dire que je vais écrire que R alpha bêta I, c'est une certaine matrice S alpha bêta IJ fois C alpha bêta J. Toutes mes transformations sont linéaires, donc j'ai bien le droit de l'écrire comme ça. Ce tenseur S, je vais appeler ça le tenseur de forme. Non, c'est SIJ, je n'ai pas besoin de mettre alpha bêta là. Hein. Pardon, c'est SIJ pour le triangle N. C'est J alpha bêta. Alpha bêta, ça m'indice simplement les trois vecteurs qui sont là. Donc pour chaque triangle N, je sais définir un tenseur de forme qui me fait passer de la forme du triangle équilatéral à la forme réelle du triangle. Maintenant, toute transformation aléatoire de forme peut être décomposée en une rotation, un cisaillement pur et une dilatation. Alors la dilatation, elle est simple, elle change l'aire. Ça veut dire qu'elle multiplie, donc si mon triangle il a une aire A, et ici j'ai une aire A0, chaque longueur, l'aire est multipliée par A sur A0, donc chaque longueur est multipliée par racine de A sur A0. Donc la matrice S
la matrice S IJ pour le triangle N. Elle a un facteur A sur A0 à la puissance 1,5. Comme j'ai deux longueurs, quand je calcule la surface, j'aurai le carré de ça. Et ça me multipliera l'air par un facteur A sur A0. Ça, c'est isotrope. Le cisaillement pur, il ne change pas l'air, parce que je contracte de la même façon dans une direction que ce que je contracte dans l'autre direction. Et la rotation, elle ne change pas l'air. Alors, après, je dis j'ai un cisaillement pur, que je vais appeler exponentielle Q tilde, où Q tilde est une matrice, puis une rotation d'angle θ. Donc je fais d'abord la rotation, je tourne le triangle d'un angle θ, après je fais le cisaillement pur, celui-là je peux le faire quand je veux parce que ça commute avec tout le monde. Ça. Il faut faire attention que l'ordre est important, je ne peux pas commuter la rotation et le cisaillement pur, il faut que je les fasse dans le bon ordre. Donc je commence par faire la rotation, après je fais le cisaillement pur, et puis la dilatation je la fais quand je veux. Alors la rotation c'est simple, une rotation d'angle θ, elle s'écrit cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ, sinus θ. Et je peux la réécrire en fonction de mon tenseur epsilon. Je vous laisse vérifier que ça donne la bonne réponse. R de θ, c'est exponentielle de epsilon θ. Si vous calculez epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, vous ressommez, vous verrez que ça reconstruit bien le sinus et le cosinus à l'endroit où il faut. Et donc je peux écrire ma rotation exponentielle epsilon, qui est un tenseur, qui multiplie cet angle-là. C'est un peu pour ça que j'ai mis Q ici, parce que θ, c'est juste une rotation élémentaire, et Q, ça sera un cisaillement élémentaire. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit exponentielle Q. Donc j'ai ce rapport-là, j'ai une matrice QIJ. Alors il faut que je regarde ce que c'est qu'un cisaillement pur quand il est d'amplitude finie. Supposez que je me place dans les axes propres du cisaillement. Alors c'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Hein. Je pars de quelque chose qui est un carré comme ça. Je tire dans la direction X et je comprime dans la direction Y, sans changer l'air. Les axes propres, c'est clairement X avec une valeur propre plus grande que 1, parce que je tire, et Y avec une valeur propre plus petite que 1. Donc ma matrice exponentielle Q tilde, elle est exponentielle Q, exponentielle moins Q, 0, 0. Ça, c'est la matrice dans les axes propres du cisaillement. Ceci dit, je peux faire mon cisaillement pur dans une direction quelconque, donc après, il faut faire une rotation là-dessus. C'est-à-dire que la matrice Q tilde, c'est Q moins Q, 0, 0. Elle est symétrique et de trace nulle. Comment ? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Là ? Oui, j'ai inversé. Pardon. Merci. C'est ça que tu voulais. D'accord. Merci. Non, c'est comme ça qu'ils sont pris. C'est comme ça qu'ils sont pris chez moi et c'est comme ça qu'ils sont aussi pris dans l'article. C'est pour ça que j'ai un signe moins là-bas. Mais ça, c'est une rotation d'angle θ. Donc ça, c'est la matrice Q dans la base propre du cisaillement pur. Maintenant, il faut que je tourne les axes d'un autre angle, qui est l'angle sous lequel je fais le cisaillement, et cet angle-là, je vais l'appeler phi. Donc phi, c'est l'angle du cisaillement pur. Alors je vous laisse jouer, hein, il faut tourner cette matrice-là d'un angle pi. Vous avez appris les formules quand vous étiez au lycée. Je l'ai refait hier soir, j'ai trouvé la même chose que ce qu'il y avait dans l'article original. Donc vous allez avoir une matrice Q tilde
Il y aura Q en facteur, bien sûr. La trace est nulle, donc c'est cosinus de phi moins cosinus de phi, sinus de phi et sinus de phi. La matrice est de trace nulle, ça veut dire qu'elle ne change pas l'air, et elle est symétrique. Et ça, c'est le cisaillement pur, c'est cette même matrice-là, en tournant les axes d'un angle phi. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux réécrire ma matrice S, donc ma matrice de forme. SIJ. Alors, je vais toujours garder ma dilatation, ça c'est le changement de l'aire du triangle, donc il y a un facteur A sur A0 à la puissance 1,5. Je vais l'écrire comme la somme de deux matrices, une matrice A tilde plus une matrice S tilde. Alors où je vous écris A tilde, CH de Q, cosinus hyperbolique de Q, fois la rotation d'angle θ. Ça, c'est A tilde. Et S tilde, c'est sinus hyperbolique de Q, fois la matrice cosinus 2 phi moins θ, moins cosinus 2 phi moins θ. Celle-là, elle est trace nulle, elle est symétrique, donc elle est associée au cisaillement pur. Celle-là, c'est la somme d'une matrice antisymétrique et d'une matrice qui a une trace. Donc je mets la trace et la partie antisymétrique dans A tilde, et je mets la partie symétrique dans S tilde. Vous pouvez faire les transformations, et on arrive directement à ça. Ce que j'entends par là maintenant, c'est que si je connais le tenseur de forme, je sais définir par cette relation-là et cette relation-là, de façon univoque, les coefficients importants, c'est-à-dire Q et phi pour le cisaillement, donc les paramètres. C'est Q et phi pour le cisaillement. Θ pour la rotation. Et puis A sur A0 pour la dilatation. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'il faut faire quand on a une déformation qui est toute petite, mais même quand la déformation est finie, en jouant ce jeu-là, on arrive à remonter au cisaillement pur, à la dilatation et à la rotation, et on arrive à faire ça de façon quantitative. Alors, maintenant j'ai défini. Je vais refaire mon petit dessin. Donc, j'ai défini mon état de référence. Ça, c'est mon triangle équilatéral. J'ai le triangle qui m'intéresse, qui a une forme quelconque. Et puis je passe de là à là par la matrice S. Après, je déforme le triangle. Alors, il n'est pas très différent de ce qu'il était au départ, il est un tout petit peu différent. Et ça, je vous ai dit, c'est la matrice de déformation. Donc ça, c'est delta IJ plus UIJ. Ça, c'est la matrice par laquelle je déforme les trois vecteurs-là pour arriver à ces trois vecteurs-là. Et puis, je pourrais aussi directement prendre le triangle de référence et le transformer en celui-là. Donc ça, c'est une matrice que j'appelle S'.
Ça veut dire que S', ça va être la même chose que S, mais avec un facteur Q plus delta Q, un angle θ plus delta θ, une aire A plus delta A, et c'est tout. Et il y a une relation entre ces matrices qui est qu'au lieu de déformer directement le terrain de référence dans celui-là, je peux commencer à le déformer en celui-là, puis après en celui-là. Ça veut dire que S', alors je commence par S, donc S' IJ, c'est S KJ fois UIK plus delta IK. Je commence par faire ce par quoi je commençais à droite. Donc je commence par faire cette déformation-là, cette forme-là. Après, je la déforme et je l'amène là. Et ça, c'est la même chose que de passer comme ça. Vous m'accorderez que ça, c'est la même chose qu'écrire que S''IJ, c'est SIJ plus UIK SKJ. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire des petites déformations du triangle. La forme, je ne sais pas, elle peut être très différente de mon état de référence parce que je l'ai choisi à peu près au hasard. Par contre, celui-là, il est petit. Alors, comme il est petit, je vais lui mettre un delta pour bien me rappeler qu'il est petit. Puis, je vais écrire le changement de forme. Donc, S''IJ moins SIJ. Ça, je vais l'appeler delta SIJ. C'est égal à delta UIK fois SKJ. Et puis comme ce qui m'intéresse, c'est de calculer la déformation, je vais multiplier par la matrice inverse de ce côté-là. Donc ça me dit que delta SIK, facteur de SKJ moins A, ça c'est l'inverse de la matrice qui est à droite ici, c'est delta UIK. Bilan des courses, si je connais cette matrice de forme et cette matrice de forme, en les combinant de cette façon-là, je sais calculer la déformation. Et la déformation, je vous ai écrit que c'est UKK sur 2 delta IJ plus U tilde IJ moins psi. Alors c'est delta U tilde IJ moins delta psi epsilon IJ. Maintenant, si je change mes paramètres de Q à Q plus delta Q, de A plus delta A et de θ à θ plus delta θ, je peux calculer ce côté-là. Et en fonction des changements de ces paramètres-là, je vais pouvoir calculer la dilatation, je vais pouvoir calculer le cisaillement pur et je vais pouvoir calculer l'angle de rotation. Alors ce calcul-là, il est un peu pénible, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vais vous écrire les résultats qui ont été trouvés donc, dans l'article de Merkel et ses collaborateurs. Alors, premier résultat, c'est delta UKK, ça c'est le changement de la trace de la déformation, ça correspond à la dilatation. Et la dilatation, on aurait pu le deviner avant d'avoir fait le calcul, c'est écrit dans tous les livres de mécanique des solides. Vous aurez le Landau de mécanique des fluides, vous aurez le Landau de théorie de l'élasticité, c'est delta A sur A. Et Dieu soit loué, quand on fait le calcul proprement, on retrouve delta A sur A, ce qui prouve qu'on ne s'est pas trompé. Après, j'ai deux autres quantités. J'ai delta utile, IJ, et puis j'ai delta psi. Alors, je vais écrire delta psi d'abord. Delta psi, je vous ai dit, c'est la rotation. Alors, si vous êtes naïf, vous dites delta psi, il y a delta θ. Donc, quelque part, il doit y avoir delta θ. Effectivement, il y a un terme qui est delta θ. Mais il y a une correction à delta θ. Il y a une correction à cause de cet effet-là. C'est que je combine les angles θ et phi ici. J'ai un deuxième angle qui est l'angle du cisaillement pur. Donc, il y a un terme plus delta xi, où delta xi est dû au fait qu'il y a un cisaillement pur.
delta UIJ, ça c'est le cisaillement pur sur la déformation ici. Pareil, s'il n'y avait qu'un cisaillement pur, je n'aurais rien à faire. Je dirais le cisaillement c'est QIJ, donc ça devrait être delta QIJ. Plus une correction, qui est aussi due au fait que ces paramètres ils varient de façon non linéaire ici, plus un delta J IJ. J'insiste sur le fait que si vous regardez l'article, on sait calculer ce terme-là explicitement, et on sait calculer ce terme-là explicitement. Je ne vais pas vous les écrire parce qu'ils sont un peu longs, mais vous verrez dans une minute, je vous aurai écrit les termes qui correspondent. Avant de m'arrêter, je vais continuer encore une minute, comme ça je m'arrêterai. À un endroit un peu plus simple, je vais écrire la dynamique du tissu. Donc au lieu d'écrire des quantités statiques, delta UKK qui correspondent à un changement, je vais supposer que ce changement se fait sur un temps delta T. Ce que j'ai envie d'écrire, c'est la dérivée de ces quantités-là par rapport à delta T. Donc je vais écrire qu'il y a un tenseur du taux de déformation que je vais appeler VIJ. Ça, c'est delta UIJ sur delta T. Ce que je suis en train de vous écrire là, c'est que si je connais la déformation, je connais le tenseur du gradient de vitesse, et le tenseur du gradient de vitesse, c'est ça. Donc je suppose implicitement qu'il y a une vitesse des vertex, parce que je fais ma déformation à vitesse finie. Et puis à partir de cette vitesse des vertex, pour un triangle donné, je peux calculer le taux de déformation du triangle donné. Alors il faut que j'écrive les trois composantes. Le premier, c'est la dilatation. Donc c'est VKK. Delta A sur A, quand je divise par rapport à dt, ça fait dA sur dt, facteur de 1 sur A. La deuxième chose qui est simple, c'est la rotation. Donc, je vais définir un vecteur rotation. Oméga égale dψ sur dt. Puis si vous venez là, vous avez oméga égale dθ sur dt plus dxi sur dt. Vous allez me dire, je n'ai pas fait grand-chose. Je vais être un tout petit peu plus subtil. Maintenant, je vais supposer qu'il y a un champ de vitesse dans le tissu. Mais dans ce cas-là, ces dérivés, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas les dérivés partiels, c'est les dérivés totales par rapport au temps. Donc ce que j'écris là, c'est dA sur dt, c'est 1 sur A dA sur dt, plus le terme d'advection, donc plus V scalaire gradient. J'ai les deux termes, c'est normal que j'ai les deux termes. Si j'ai un champ de vitesse, je transporte l'air de la cellule et elle va changer aussi à partir du transport. Maintenant, la partie antisymétrique de V, V, IJ antisymétrique,
c'est delta psi epsilon ij, moins. Parce que comme le faisait remarquer Thomas, pour rester cohérent, j'étais obligé de mettre un signe moins. Et donc, c'est d psi sur dt, pardon. Et ça, c'est oméga moins oméga epsilon ij. Mais la partie antisymétrique, c'est VIJ moins VJI divisé par 2. Ce que ça vous dit, ça, c'est qu'oméga, c'est la moitié du rotationnel de V. Alors jusque-là, tout va bien. Je sais en hydrodynamique que le vecteur local de rotation, c'est la moitié du rotationnel de V. Ce n'est pas θ, ce n'est pas dθ sur dt, il y a une correction qui dépend du cisaillement pur local, mais ça va bien. Ça, c'est bien la dilatation que j'attends. Et puis après, il faut écrire l'équation pour V tilde ij. La contribution du cisaillement pur. Alors ici, j'ai un scalaire et je vous dis quand il est transporté, il faut que je prenne la dérivée totale par rapport au temps. V tilde ij, c'est en gros dq sur dt, mais dq sur dt, c'est un tenseur, et il faut que je prenne la dérivée qui correspond à cette dérivée-là du tenseur. Donc je vais l'écrire dqij sur dt. Et puis, si vous prenez un bon livre d'hydrodynamique ou si vous prenez un bon livre de rhéologie, dans les livres de rhéologie, ces choses-là sont faites remarquablement bien, ils vous disent que cette dérivée, c'est ce qu'on appelle la dérivée corotationnelle. Il faut qu'elle soit invariante par translation et par rotation. C'est comme ça que c'est fixé. Et comme je sais faire le calcul explicite avec ces formules qui sont là, que je ne vous ai pas écrites, avec le J qui est là, je peux calculer la dérivée corotationnelle. Alors, évidemment, celle-là, je ne vais pas vous l'écrire de mémoire. dq tilde ij sur dt égale, bon, il y a un terme qui contient la convection par la vitesse, celui-là. Il existe de toute façon, donc c'est d tilde ij sur dt, où ça m'inclut ces deux termes-là. Mais évidemment, il y a des termes supplémentaires. Alors, c'est plus oméga, pardon, plus moins 2c oméga epsilon ik, facteur 2, c oméga plus 1 moins c dφ sur dt, facteur de q tilde kj. Où c'est la tangente hyperbolique de 2q divisé par 2q. Alors, une façon agréable de voir, c'est de dire finalement, j'ai la même chose que quand je fais l'hydrodynamique, certes un peu compliqué. Hein. J'ai quelque chose une dérivée qui me transforme les tenseurs, qui est cette dérivée-là. J'ai une dérivée qui me transporte les scalaires, et puis j'ai un vecteur de rotation qui me fera tourner les vecteurs. Ce n'est pas la forme classique de la dérivée corotationnelle, ça. Il y a une limite simple quand même, qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc la limite simple, c'est de... C'est ce qui se passe quand Q tend vers 0. Donc
Q tend vers 0, ça a un sens, hein, c'est de dire j'ai pris un triangle qui est très très proche de l'état de référence. Dans ce cas-là, ce qu'on trouve, c'est dQij sur dt égale, il y a le dQij sur dt, plus un terme qui est oméga ik QKJ moins oméga ki QJK. Et ça, c'est la formule qu'on trouve pour la transformation d'un tenseur quand il y a pour la transformation d'un tenseur quand il y a une rotation. On peut vérifier que ce terme-là, il est invariant par rotation. Il est invariant par rotation à cause de ce terme-là. Et il est invariant par translation à cause de ce terme-là. Donc si je fais une rotation globale, je ne changerai pas ça. Et si je fais une translation globale, je ne changerai pas ça. Donc simplement dans cette limite où Q est petit, on retrouve la dérivée convective classique. Si on a pris un tenseur de forme qui n'est pas proche de la forme réelle du tenseur, on a une dérivée convective qui est un peu plus compliquée et qui est cette dérivée convective qui est ici. Et ce qui sème la zizanie, c'est le cisaillement pur. Comment? Il n'y a pas de carré. Il manque le tilde ici, mais c'est le même à l'envers. La matrice oméga est antisymétrique. Ou oméga, oui, alors peut-être il faudrait que j'écrive que oméga ij, c'est oméga epsilon ij. Voilà, je m'arrête là. Là, j'ai fait qu'une partie du travail. Je n'ai pas encore parlé de déformation macroscopique. J'ai regardé un triangle et je vous ai décrit en détail comment un triangle se déformait avec le temps. Et je vous ai identifié les paramètres. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ces paramètres, je sais les mesurer sur mon image là-haut. Si je prends deux images à des instants delta t différents, je peux mesurer la déformation du triangle. Je peux choisir mon état de référence comme je veux. Et comme j'ai une méthode systématique de ramener tous les tenseurs aux paramètres que j'ai introduits, j'arriverai à mesurer toutes ces choses-là. Donc j'ai une méthode qui est vraiment applicable sur le plan expérimental, et c'est ça que vous a montré Johannes Belaïs la semaine dernière. Il ne l'a pas écrit comme ça, il l'a écrit d'une autre façon avec des petits dessins qui est peut-être plus facile à appréhender, mais c'est ça qu'il vous a montré la semaine dernière. Donc je m'arrête là, et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de traduire ça en termes de mécanique des milieux continus, c'est-à-dire de traduire ça en termes de déformation macroscopique du tissu. Alors vous allez me dire, c'est facile, il suffit de moyenner sur tous les triangles et on va y arriver. Ça pose quand même quelques complications que je vous montrerai la semaine prochaine, mais on y arrive. Voilà, je m'arrête là. Je suis un peu désolé, j'ai un peu dépassé. On passe dans 5 minutes, ça te va si on fait le séminaire dans 5 minutes? Donc je vous donne 5 minutes quand même, et puis on passe au séminaire de Pascal. Voilà.